Bonsoir à tous. Notre invitée ce vendredi est déjà venue à plusieurs reprises dans cette émission, mais elle revient avec de nouvelles responsabilités et en ayant changé de parti. Elle était chef de groupe pour le mouvement réformateur au Parlement bruxellois. Elle est désormais secrétaire d'État du gouvernement fédéral en charge du budget de la protection des consommateurs. Nous accueillons Alexia Bertrand. Bonjour Alexia Bertrand. Bonsoir Fabrice. Merci d'être avec nous. On reviendra dans un instant sur ce changement de fonction, mais je voudrais commencer par une photo d'actualité. C'est une photo de la fête des Marocains ou des Belgo-Marocains dans les rues de Bruxelles hier soir après la qualification du Maroc. On va vous la montrer. Photo joyeuse. Bon, il y a quand même eu 18 arrestations administratives, mais pas beaucoup de dégâts. Et on a surtout pu voir des grands frères ou des parents qui formaient des chaînes humaines pour que les plus turbulents restent à distance des policiers. C'est une image que vous avez plus envie de voir que celle de 4-5 jours avant, j'imagine ? Bien sûr. Oui. Ouais. Ce matin, le maire a quand même tenu une conférence de presse pour réclamer des sanctions plus dures contre les auteurs de troubles à l'ordre public, et notamment qu'on puisse suspendre le paiement des allocations familiales ou sociales pour ceux qui participaient à ce genre d'émeutes. Vous approuvez l'idée ou pas ? Je pense qu'il y a toute une série de bonnes propositions là-dedans. Il y en a déjà d'ailleurs qui avaient été faites par le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, qui avait déjà proposé la comparution immédiate, ce qu'on appelle le Snellrecht, où on comparait sans délai dans le cas de certaines infractions, des troubles en particulier, et certainement quand c'est à l'égard de policiers par exemple, mais aussi la suspension des allocations familiales, précisément pour impliquer davantage les parents dans ce type de comportement. Donc vous approuvez les propositions du mouvement réformateur ce matin, y compris la suspension des allocations familiales. Elles sont sorties ce matin, je vais les regarder, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont intéressantes et il y en a certaines qui avaient déjà été proposées par l'OpenVLD, donc je crois que ça va dans le bon sens, absolument. Alors, autre photo que je voudrais vous faire commenter, elle date du 18 novembre, il y a donc exactement 2 semaines. On était un petit peu plus tôt dans la journée que maintenant, vous étiez au Palais Royal. Et donc là, tout a changé pour vous en quelques heures. Parlementaire d'un groupe d'opposition à la région bruxelloise le matin et secrétaire d'État, donc membre de la majorité au niveau fédéral, l'après-midi. Quand vous prêtez serment sur cette photo, c'est quoi le fond de votre pensée ? Angoisse, fierté, surprise ? Je pense que je n'ai pas eu le temps de beaucoup penser parce que tout est allé tellement vite. Je crois sentiment de responsabilité, la difficulté de la tâche dont j'étais consciente et dont je suis toujours consciente aujourd'hui, l'idée d'être revenue pour une mission, celle de garder un contrôle strict sur ce budget fédéral dans des temps extrêmement difficiles, des temps de crise et des temps mouvementés, l'idée que je n'avais pas pu prévenir mes enfants, ce qui était... Donc un sentiment d'urgence. Pincement au cœur et donc un sentiment d'urgence, d'emballement et du travail qui m'attendait et qui a déjà commencé effectivement le lendemain matin des Potrominés. Ouais, on est 15 jours après, vous avez repris le contrôle de votre emploi du temps ? Non, j'ai plus beaucoup de maîtrise sur mon emploi du temps, mais c'est normal, il y a tellement de choses qui doivent se passer. C'est beaucoup étudier les dossiers, beaucoup rencontrer aussi des personnes, que ce soit de l'administration, que ce soit des collègues, être allé au Parlement, aller en commission déjà pour écouter la Cour des comptes, la Commission européenne, les questions des députés. C'est des réunions internes, beaucoup d'accords du budget à signer, donc ça n'a pas arrêté. Alors, je voudrais vous poser déjà une première question qui est très importante. La baisse de la TVA sur les prix de l'énergie, elle sera neutre ou elle ne sera pas neutre ? Alors, il faut d'abord bien comprendre qu'il y a une baisse de la TVA temporaire qui a été décidée jusqu'à fin mars, maintenant 2023. Ouais. Cette baisse jusqu'à fin mars, après le mois de mars, elle est reprise dans le budget. Si les prix de l'énergie ne redescendent pas spectaculairement. On garde ça trimestre par trimestre et personne ne peut exclure aujourd'hui qu'elle ne sera pas prolongée d'un trimestre, effectivement. Et puis, il y a la baisse permanente de la TVA sur laquelle il y a eu des décisions qui ont été prises et ce qu'on appelle une notification, c'est-à-dire la mise par écrit des décisions. Là, le ministre des Finances doit venir avec une proposition au mois de décembre, où il explique les modalités de la mise en œuvre et c'est couplé à une réforme des accises, ce qu'a reconnu la Commission européenne et la Cour des comptes. La Cour des comptes a validé l'approche de la Belgique, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, nous ayons inscrit les mesures temporaires par trimestre, ce que d'autres pays européens ont fait également. Sur les accises, il y aura des recettes qui vont arriver, mais aujourd'hui, les modalités de la mise en œuvre de cette réforme des accises, le timing et même l'impact budgétaire ne sont pas encore suffisamment... Mais donc, je repose ma question. Est-ce qu'au final,
à l'arrivée, en bout de course, ce sera neutre ou ce ne sera pas neutre? Parce que c'est quand même la question qui a fait que Eva De Blecker, qui était secrétaire d'État au budget avant vous, a fini par démissionner, parce que la différence entre neutre ou pas neutre, c'était quand même une différence de 1,3 milliard dans le budget de l'État. Elle a démissionné, elle avait commis une erreur matérielle, a dit le Premier ministre. Alors, comme a dit le Premier ministre, il faut regarder ça en rythme de croisière. Et donc ça peut aussi être implémenté de façon progressive. Personne ne dit que tout à coup la réforme des accises va se faire en une fois. La notification prévoit cette possibilité. Et c'est important, pourquoi? Parce que passer de la TVA aux accises, c'est avoir des mesures plus ciblées, ce que nous demande aussi la Commission européenne. Et vous pensez bien, Fabrice Grosfilet, que comme secrétaire d'État au budget, j'aurais à cœur qu'il y ait des recettes pour que ça puisse être compensé. Je vous propose d'écouter l'invité qui était à votre place la semaine dernière. C'était vendredi, c'était Paul Magnette, et vous allez entendre ce qu'il dit justement à propos de cette neutralité de la baisse de la TVA. Monsieur Decroix a rappelé, ça doit être neutre budgétairement à long terme. On parle de la TVA sur l'énergie. À long terme, à TVA sur l'énergie. Donc, ça veut dire que les accises n'ont pas augmenté dans les prochains mois. Ce n'est pas pour les récupérer. Non, Monsieur Decroix a dit, donc nous disons, on va devoir aider les citoyens aussi longtemps que les prix sont élevés. Monsieur Decroix lui-même a dit, on va avoir 5 à 10 hivers difficiles, et donc l'équilibre budgétaire sur la TVA, ce ne sera pas avant 5 ou 10 ans. En tout cas, pour le moment, on doit continuer à aider les citoyens parce que ces factures explosent et que beaucoup n'arrivent tout simplement plus à les payer. La neutralité budgétaire dans 5 à 10 ans, dit Paul Magnette. La secrétaire d'État au budget est du même avis ou pas? Moi, je ne peux pas m'exprimer sur la durée, mais comme je vous le disais, et je pense que là, on se rejoint, il faut regarder cette réforme en rythme de croisière. Et vous savez, tout ça va se discuter au contrôle budgétaire de mars. Et à ce moment-là, c'est très simple. Ouais, on va aussi voir si nous sommes... si le budget a dérapé ou pas, et quelles sont les recettes. Mais la crainte des citoyens, Alexa Bertrand, c'est de se dire, on nous a baissé la TVA sur l'énergie, c'est très bien, elle est passée de 21 à 6%, mais si c'est pour qu'on remonte les accises dès l'année prochaine, on va nous reprendre d'une main ce qu'on nous a donné de l'autre. Non, je comprends très bien, et c'est important de l'expliquer, parce que ce n'est pas reprendre d'une main ce qu'on a donné de l'autre, ce ne sont pas du tout les mêmes outils. C'est-à-dire que la TVA, elle est la même par kilowattheure. C'est-à-dire, quoi que vous consommiez, c'est la même chose. Alors que les accises, c'est un outil beaucoup plus flexible, modulable, en fonction de la catégorie, du type de consommateur et en fonction de votre consommation. Donc, par exemple, en fonction de son revenu ? En fonction de votre consommation, par exemple, ou en fonction du type de consommateur. Est-ce que c'est un consommateur professionnel, pas professionnel, un consommateur privé? Et en fonction de votre revenu? Je ne sais pas, à regarder. Donc ça, ce sera un arbitrage gouvernemental. Je ne sais pas si c'est une catégorisation possible, je ne sais pas répondre aujourd'hui à cette question. Allez, on va prendre les questions de nos téléspectateurs. C'est Anaïs Corbin qui est à la rédaction ce vendredi. Bonsoir Anaïs. Oui, bonsoir Fabrice, bonsoir Madame Bertrand. Alors il y a Patrick d'abord qui demande si vous pensez qu'il doit y avoir une totale transparence du budget vis-à-vis des contribuables. Il dit que l'État connaît tout de nos finances via nos déclarations d'impôts très détaillées, mais l'inverse n'est pas réciproque. En tant que citoyen, on ne sait jamais clairement où va notre argent. Et puis Michel aussi veut savoir la différence entre secrétaire d'État et ministre du point de vue décision et responsabilité. Alors peut-être commencer par la deuxième, c'est la plus simple. La question de Michel, secrétaire d'État, ministre. C'est la même chose? Alors, le ministre, il est présent au Conseil des ministres, alors que le secrétaire d'État, il dépend d'un ministre. Alors, c'est un peu particulier pour le budget, parce que comme la plupart des décisions ont un impact budgétaire, en général, la secrétaire d'État au budget est présente tant au Conseil du ministre qu'au Cairn, là où se prennent les décisions importantes. Donc, c'est votre cas, vous assistez au Cairn et au Conseil des ministres jusqu'à présent. Quand une décision est signée par un secrétaire d'État, ça a la même force qu'un texte signé par un ministre. Oui, simplement, le secrétaire d'État, lui, ne se trouve pas dans le quota officiel des ministres du Conseil des ministres. Alors, l'autre question, celle de Patrick, sur la transparence. Ça manque de transparence, le budget, ou pour le citoyen qui s'y connaît, il a un moyen de trouver tous les chiffres quelque part? Alors, je trouve que c'est une bonne question parce que ça montre qu'on doit faire un effort de pédagogie plus important. Mais la transparence est liée, et c'est exactement l'exercice que je vais faire cette semaine et qu'on va faire encore jusqu'à fin décembre au Parlement. C'est-à-dire qu'au Parlement, j'ai reçu des heures de questions des députés, des questions très pertinentes qui nous interrogent sur toutes les lignes du budget, sur toutes les questions difficiles, et je vais répondre la semaine prochaine aux députés. Tout cela est évidemment public, mais on n'a pas toujours l'habitude comme citoyen, et c'est bien normal, d'aller se rendre sur le site de la Chambre. Et c'est très technique aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment un document simplifié ou un site internet qui permet de savoir, tiens, il y a dans les recettes TVA ou dans les recettes fiscales, ça va aux écoles, aux routes, aux policiers, etc. Alors ma prédécesseure, Eva De Blecker, avait commencé cela, elle avait lancé ça, et c'est quelque chose que je souhaite poursuivre, c'est-à-dire avoir des sites
plus pédagogique qui explique effectivement comment se divise le gâteau et où va l'allocation des moyens. Donc sachez en tout cas que ce sera un souci pour moi. Donc voilà, réponse à Patrick. Les remarques de la Commission européenne sur les questions budgétaires, il faut les prendre au sérieux, très au sérieux, ou avec une certaine distance critique? Je pense qu'il faut les prendre très au sérieux. Très au sérieux. Parce que la Commission européenne regarde ça avec un regard d'expert. Elle a aussi l'expertise de l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. La Commission européenne a la responsabilité aussi de faire en sorte que les règles du pacte de stabilité soient respectées. Et quand elle vient nous dire, voilà, là, il faut faire attention, je pense qu'effectivement, c'est un signal clair. Quand elle nous dit que la Belgique est partiellement alignée sur les directives qu'elle avait émises, et notamment elle épingle le fait que nos dépenses augmentent plus vite que nos perspectives de croissance, c'est un élément dont vous allez, vous, devoir tenir compte. C'est un élément dont non seulement moi, mais l'ensemble du gouvernement va devoir tenir compte. Même si l'aile gauche du gouvernement va vous dire, d'abord, on a eu un tax shift sous le gouvernement Michel qui n'a pas été complètement compensé, on a eu le Covid, on a la crise de l'énergie, et ce n'est pas le moment de faire des économies, au contraire. Alors, il faut peut-être rappeler qu'aujourd'hui, à cause de toutes ces crises, il y a une clause dérogatoire générale qui a été mise en œuvre par la Commission européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que la Commission ne contrôle plus nos budgets. Ça veut simplement dire qu'elle n'applique pas les sanctions pour le moment. Mais cette clause dérogatoire générale, elle ne sera pas éternelle. Et donc, à un moment, reviendront les règles normales où il y aura aussi des possibilités de sanctions par la Commission européenne. Et il faut se préparer à ça. Alors, on va prendre une autre question avec Anaïs Corbin. Oui, il y a Merlin qui constate que l'on dit souvent que le MR balance entre une aile libérale et une aile conservatrice et que depuis que Georges Boucher a pris la tête de parti, le MR est de plus en plus conservateur sur le voile, sur la régularisation des sans-papiers, sur l'avortement. Quelle est votre position sur le fait de refuser un travail ou l'accès à l'enseignement à quelqu'un qui porte le voile et puis une régularisation des sans-papiers qui travaillent depuis des années dans notre pays a-t-elle sa faveur, sachant que ça augmenterait en plus les recettes du budget, dit-il? Alors pour ma part, moi je me suis toujours exprimée en faveur de la neutralité du service public, c'est-à-dire que dans les services publics, il n'y a pas de port de signes convictionnels ostentatoires, ce qui n'est pas le cas non seulement dans l'espace public, ni dans les entreprises privées. Ouais. Donc les fonctionnaires, pas de voile. Absolument. Alors, à l'OpenVLD, il y a toujours eu beaucoup plus de flexibilité là-dessus. Parce que, par exemple, dans les communes, notamment à Malines ou ailleurs, on peut porter le foulard. Oui, tout à fait. À Malines, à Gand, il y a plus de flexibilité. Et donc, c'est certainement une discussion que j'aurai avec l'OpenVLD. Et je serais très intéressée d'aller rencontrer ces bourgmestres, d'entrer en discussion avec eux et puis de voir comment ça fonctionne concrètement sur le terrain. Mais jusqu'à présent, c'est la position que j'ai tenue, effectivement. Ouais. Et sur la régularisation de sans-papiers qui pourraient, par exemple, travailler dans les métiers en pénurie? Alors, les régularisations massives, c'est quelque chose qu'on ne soutient pas et que je n'ai jamais soutenu. Par contre, avoir des régularisations pour divers motifs, regardez au cas par cas, comme c'est d'ailleurs la loi aujourd'hui, ça c'est quelque chose de différent. Ce dont vous parlez pour les métiers en pénurie, c'est une forme d'immigration économique et aujourd'hui, ça n'est pas prévu dans notre système légal, mais une réflexion peut certainement être portée sur le sujet. En tous les cas, en ce qui me concerne à titre personnel, j'ai toujours été ouverte à ce type de réflexion, mais donc pas de régularisation massive. Alors, vous avez fait référence à votre appartenance désormais à l'OpenVLD. Donc, vous avez dit que vous aurez maintenant les deux cartes, celle du mouvement réformateur, c'est à l'OpenVLD. À qui est-ce que vous rendez des comptes de votre action ministérielle? À Egbert Lacarte, donc, le président de l'OpenVLD. C'est lui qui m'a désigné dans ce gouvernement. Et mes premières lignes sont évidemment avec le Premier ministre et le vice-premier ministre, Vincent Van Quickenborne. Donc, au gouvernement fédéral, vous défendez le programme de l'OpenVLD? Tout à fait. Pas le programme du mouvement réformateur? Alors non, je suis secrétaire d'État pour l'OpenVLD. Depuis votre nomination, est-ce que vous avez déjà eu un tête-à-tête avec Georges-Louis Boucher? Oui, on a eu l'occasion de se voir sur le plateau du Zevenendag. Oui, ça c'est pas un tête-à-tête. Alors, on a eu un échange ensemble, mais nous allons nous voir dans les jours qui viennent. Est-ce que vous avez eu un tête-à-ête avec David Lester? Nous sommes eu au téléphone. Ça s'est bien passé? Nous avons échangé plusieurs... Bien sûr, oui, tout à fait. Quand on dit que Georges-Louis Boucher devrait... Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour voir qui que ce soit en dehors de mon cabinet et l'administration. Quand on dit que Georges-Louis Boucher devrait modérer sa communication, notamment sur Twitter, est-ce que c'est un sage conseil? Oui, je pense que c'est un sage conseil. Oui, vous riez. Parce que je ne suis pas la seule à le donner, mais je pense que voilà, il est assez grand que pour décider par lui-même la façon dont il souhaite communiquer. Alors, on retourne chez Anaïs Corbin. Question suivante.
Oui, alors il y a Gilles qui estime qu'il y a, selon lui, un conflit d'intérêts vis-à-vis de votre position en tant qu'administratrice à Ackermans et Van Aren. Comment le vivez-vous? Et puis par ailleurs, il souhaite savoir ce que vous pensez du concept de décroissance évoqué par le dernier rapport du GIEC. Il parle également de la justice sociale évoquée par le GIEC et aborde le sujet de l'impôt sur la fortune et de la fraude fiscale. Alors d'abord la première question sur le fait que vous étiez ou vous êtes encore administratrice de Ackermans et Van Aren. C'est une société qui est pilotée par votre papa. Alors, non, piloter, c'est un grand mot, mais j'ai effectivement immédiatement démissionné de mon mandat. Donc, il n'y a plus de conflit d'intérêts? Non. Donc ça, c'est très clair et je trouvais que c'était très important. Effectivement, à partir du moment où on est désigné au gouvernement fédéral, mon seul mandat aujourd'hui, c'est d'être secrétaire d'État au budget et à la protection des consommateurs, parce qu'on l'oublie parfois, et c'est important. Oui, mais donc, il n'y a plus de mandat dans des sociétés privées? Non. Et je me suis mise également en congé de mes mandats dans des ASBL, celles en tous les cas qui ne sont pas liées à mon mandat de politique locale. Alors, l'autre versant de la question de Gilles, sur le rapport du GIEC qui évoque la décroissance. Est-ce que c'est une idée avec laquelle vous pouvez vivre ou pas? Alors, je pense que si on veut garder une soutenabilité de notre système de sécurité sociale, et je peux vous le dire que je le vois maintenant au quotidien, la charge des pensions, la charge du coût du vieillissement, il faut une croissance. La question fondamentalement, c'est quel type de croissance? Et c'est là que c'est important. Il faut aller vers une croissance propre. Il va falloir remplacer tout ce qui est polluant petit à petit par tout ce qui est Mais vous ne croyez pas à décroissance, le mot fait toujours peur, mais au système de la croissance, par exemple, ou le fait que nous soyons dans un monde où, finalement, on ne peut plus consommer plus de ressources parce qu'il n'y en a plus? Non, je ne crois pas à un système de décroissance, mais je crois à un système de croissance dans lequel certains secteurs vont croître plus que d'autres. Et peut-être que certains secteurs seront amenés dans un futur à ne plus croître. Tout ce qui est extrêmement polluant, tout ce qu'on doit, ce sur quoi on doit transitionner. Fossiles, par exemple. Mais bien sûr qu'on doit sortir à terme des énergies fossiles. À terme. Évidemment qu'il va falloir, mais je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut remplacer un maximum d'énergie fossile par ce qu'on peut, du renouvelable, du nucléaire aussi en l'occurrence, mais on ne peut pas faire ça tout de suite ni en un coup. Mais c'est ce vers quoi on doit tendre. Alors, il nous reste 3 minutes. Petite question, parce qu'on a parlé de réforme fiscale tout à l'heure. Elle arrivera sur la table du gouvernement, vous participerez aux discussions, aux négociations? Oui, elle arrivera, oui, je le pense, et j'y participerai certainement. Et ce sera donc pour début 2023? Alors, je ne peux pas vous mettre de date, ça je ne sais pas dire, surtout que ce n'est pas moi qui tiens la plume sur la réforme fiscale, c'est le ministre des Finances. Oui, Vincent Van Peteghem, mais du ça CDNV. répond en tous les cas à une demande forte de la Commission européenne qui demande de réformer, que ce soit les pensions, la fiscalité, le marché du travail, et on les arrivera pièges à à l'emploi, mettre tout le monde etc. d'accord, le CDNV, les libéraux, les socialistes, les écologistes? Ça, c'est l'exercice difficile auquel nous devons nous plier. Question personnelle, 2024, vous serez candidate aux législatives? Je serai candidate sur une liste pour l'Open VLD. Et comme vous le savez certainement, Fabrice Grosfilet, je ne peux pas être candidate pour l'Open VLD à la région bruxelloise puisque j'ai prêté serment comme en français. Voilà, exactement. Et donc, je serai candidate sur une liste fédérale. Une liste au fédéral. Est-ce que ce sera une liste Open VLD ou une liste commune Open VLD Mouvement réformateur? Alors ça, l'avenir nous le dira. C'est pas encore sûr. Non, mais c'est une des hypothèses et j'espère que c'est vers ça qu'on s'orientera. Une liste commune avec le mouvement réformateur, je crois que ce serait un signal très très fort et je pense que ce serait un win-win pour tout le monde. Est-ce que s'il y a une liste commune, vous revendiquez une place particulière? La 3e, par exemple? Alors, on n'en est pas là dans les discussions et je vous avoue que si on fait une liste commune et qu'on vous met 8e ou 9e avec aucune chance d'être élu, ça ne marchera pas. Alors, ça va être un petit peu compliqué probablement, mais ce sont des discussions qu'Egbert Lacarte, le président de l'Open VLD, aura avec Georges-Louis Boucher. Et moi, aujourd'hui, je me mets à la disposition de l'Open VLD. Ouais. C'est qui le fer de lance de l'Open VLD en région bruxelloise, aujourd'hui et demain? C'est Sven Gatz ou c'est Alexia Bertrand? Je pense qu'aujourd'hui, on se complète extrêmement bien. C'est Sven Gatz sur la région bruxelloise et au niveau fédéral, c'est Alexia Bertrand. Ouais. En 2024, il y aura une autre élection, ce sont les élections communales. Est-ce que vous serez aussi candidate aux élections communales à Woluwe-Saint-Pierre? C'est l'idée, oui. Ouais. Alors là, c'est très facile. On a toujours eu une liste Open et Maire que j'avais tirée d'ailleurs en 2018. Et on a fait partie des 2 ou 3 communes qui avaient une liste Open et Maire, ce qui était donc déjà un signe en très 2024. clair. Oui. Vous serez tête de liste? On verra, mais tout ça est possible. Est-ce que vous seriez candidate bourgmestre à Woluwe-Saint-Pierre?
Alors, je dois revoir parce qu'avec les règles du cumul, c'était compliqué, mais pourquoi pas, on verra. Tout ça doit encore se discuter en interne. Merci.